Platform. Depuis maintenant quelques années, j'ai quelques projets à mon actif, aussi bien en Power Platform qu'en Dynamics 365. Alors, juste pour rappeler l'agenda avant de commencer. Donc cette présentation est un replay de ce qu'on a fait, à l'événement, Tech Experience, OK? Donc je vais aborder différentes parties et principalement la Power Platform. Je ferai des références au module Dynamics, à d'autres outils et cetera. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Bah, ici, on va d'abord essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi cette Power Platform? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Hem, Quelles sont les autres références à cette Power Platform dans les outils déjà proposés par Microsoft? Et puis un petit peu d'overview sur qu'est-ce qu'elle contient, quelles sont les différences avec les 2 autres outils de Microsoft, qu'est-ce qu'elle propose au niveau AI et quelques points d'aspect, on va dire, typiquement concrets comme par exemple les licences, ce genre de choses. OK? Alors au niveau de la Power Platform, pourquoi est-ce qu'on a cette Power Platform ou pourquoi est-ce qu'on aurait l'utilité de cette Power Platform? Bah, c'est simplement dans les cas que je vous montre ici au niveau du PowerPoint, ce sont typiquement ces cas d'applicatifs, très typés, très sur mesure, très hors des standards en fait, qu'on a au niveau société et qu'on arrive avec difficulté à adresser avec des solutions, on va dire, mainstream en fait. Donc nous, c'est ici les quelques exemples de Power Apps qu'on a réalisés, et il y en a encore d'autres qui se sont ajoutés, mais c'est typiquement les applications qu'on a réalisées. Donc ce sont des applications, par exemple, très sur mesure pour de la gestion de réfugiés. On a mis cette application en place pour gérer des réfugiés avec tout ce qui était comme allocation, et cetera, les regroupements familiaux, tout ce genre d'applicatifs. C'est des applications que vous ne trouvez pas facilement par des éditeurs, ni sur le store Microsoft. Donc c'est des choses que malheureusement vous réalisez, que vous devez réaliser vous-même, et c'est justement l'utilité de la Power Platform. Elle va vous permettre de faire ce sur mesure, euh, avec évidemment tout un tas d'avantages, mais aussi avec des limitations. Ici, vous pouvez voir les quelques exemples qu'on a mis en place. C'est vraiment très large. On passe du métier d'assurance au métier de banque avec Know Your Customer, à de la gestion de contacts simples, à de la gestion de réfugiés, pour finir avec la gestion d'inventaire. C'est vraiment très large. C'est vraiment très large ce qu'on permet de faire avec la Power Platform. Et c'est vraiment là qu'elle a toute sa plus-value. OK. Alors, ici, c'est un slide plutôt, je pense, très connu. Je m'excuse déjà pour les personnes qui travaillent déjà sur la Power Platform, qui se sont déjà renseignées. Mais j'essaie de rassembler tout le monde. Donc ici, c'est vraiment qu'est-ce que c'est la Power Platform? De quoi parle-t-on quand on parle de Power Platform? Alors au niveau Microsoft, la Power Platform, c'est en fait plein de, pas modules, mais vraiment des silos, en fait. Et parmi ces silos, vous avez ici le silo Power Apps. C'est le premier silo par lequel je vais commencer. Le silo Power Apps, c'est vraiment, en fait, chez Microsoft, votre designer d'application. C'est avec cette application que vous allez pouvoir, en fait, construire votre application, à savoir définir les points de menu, définir les écrans, les formulaires, les vues, les débuts de processus. C'est vraiment la partie visuelle de votre applicatif. OK? Évidemment, cette Power Apps, elle est connectée avec une couche, on va dire, plus concrète, qui sont tout ce qui est connecteur, tout ce qui est AI Builder, tout ce qui est langage de programmation, tout ce qui est et effectivement aussi Dataverse. Donc Dataverse, c'est quoi? C'est la base de données qui est liée à votre Power Platform. Donc c'est une base de données qui se trouve dans le cloud, sur lequel vous n'avez pas d'accès pour faire des actions directement type SQL Server, donc vous ne pourrez pas commencer à aller faire des updates de masse, etc. sur votre Dataverse. Il y a des outils pour le faire, mais je veux dire, out of the box sur la Power Platform, vous ne pouvez pas le faire. Et alors, bah, vous avez, depuis votre Power Apps, toute une interface qui va vous permettre, par exemple, bah, de construire ce modèle de données de votre application, en fait. Donc, c'est simplement aller dire, je vais créer des tables dans lesquelles je vais indiquer des champs, des relations. Et c'est comme ça qu'avec le Power Apps, vous allez construire votre modèle de données qui va être, lui, géré par Dataverse, en fait. Donc, vous avez votre Power Apps qui permet de configurer votre application. Donc, tout ce qui est vraiment signalétique, les formulaires. On peut aller dans de l'intelligence. Donc, on peut commencer à aller mettre, par exemple, du cacher ou rendre des champs obligatoires en fonction de logique métier. Ça se met dans le Power Apps, en fait. Donc, ça, vous avez déjà cette possibilité-là dans Power Apps. Le deuxième volet, le deuxième silo, c'est Power Automate.
Power Automate, c'est quoi? C'est l'outil d'automatisation. Ok. Donc, c'est une grosse boîte à outils avec énormément de connecteurs qui vous permettent d'automatiser des choses. Alors, par automatisme, ça peut être simplement, par exemple, à la création d'un contact, ben, c'est lui créer, par exemple, ou lui alimenter un champ sur base d'autres champs du contact. Par exemple, une concaténation de champs. Ça peut être créé dans d'autres tables, d'autres éléments liés au contact. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire, on va dire, en basique, par exemple, avec Power Automate. Après, Power Automate, ça vous permet aussi de faire des flux, comme par exemple des flux d'intégration. Donc, imaginons, c'est de se dire, quand je crée mon contact, je déclenche un flux Power Automate qui va aller appeler une API d'un outil extérieur, par exemple, pour lui dire, ben voilà, crée maintenant ce contact dans ta base de données. On peut voir ce genre de cas, par exemple, sur certaines intégrations avec des outils externes, mais aussi des outils internes, comme par exemple Business Central. Certaines intégrations se font via Power Automate pour Business Central, parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles d'intégration avec Business Central via Power Automate alors qu'il y a l'intégration native entre les outils? Et effectivement, vous aurez raison. Sauf que cette intégration native, elle a des limitations. Elle propose un canevas, on va dire, standard d'intégration. Et que si on sort de ce canevas, on sort un petit peu de la possibilité du natif. Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Juste pour rappel, essayez de couper vos micros. S'il vous plaît, merci. Donc, au niveau des Power Automate, vous pouvez faire ce genre d'intégration. C'est vraiment ce genre d'appel. Après, vous avez aussi tout ce qui est intégré avec les outils Microsoft, à savoir, vous pouvez faire des actions dans SharePoint, vous pouvez faire des actions directement dans Outlook, des envois d'emails, par exemple, marchent très bien aussi avec Power Automate. Alors, il y a deux types. Vous avez tout ce qui se déclenche potentiellement en trigger. Donc, il y a une action de création, de modification, de suppression. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est planifié. Donc, des flux qui se déclenchent tous les jours à une même heure. Et puis, vous pouvez aussi avoir tout ce qui est déclenché manuellement. Donc, d'avoir un flux que je déclenche manuellement pour justement, comme je disais tout à l'heure, travailler sur les données ou potentiellement faire une action directement depuis votre Power Apps. Petite chose également, ces flux Power Automate peuvent aussi être appelés maintenant via des agents. Donc, c'est des actions qui peuvent être appelées via un agent tout de suite à une conversation où l'agent prend action. Donc, ça, c'est des petites choses aussi. Je parle d'agent parce que le silo d'après, c'est Copilot Studio. Okay. Alors, il y a peut-être une des rename. Donc, pour ceux qui connaissent la Power Platform depuis un moment, il y a eu des rename au niveau des silos. Copilot Studio, ça s'appelait avant Agent Virtual, etc. Bon, il y a eu des rename. Donc, j'essaie de vous mettre avec la dernière version. Au niveau de Copilot Studio, c'est votre designer d'agent, en fait. Donc, c'est là que vous allez pouvoir configurer les agents que vous allez mettre à disposition de vos applications. Alors, il faut savoir que parmi la Power Apps, il n'y a aucun agent inclus. Donc, ça veut dire que quand vous allez configurer votre première application, il n'y a pas d'agent à la différence de modules comme les modules Dynamics, où là, vous avez des agents inclus. Okay. Ça veut dire également que si vous voulez dans votre application Power Apps faire des agents, il vous faut prendre une licence Copilot Studio pour faire les agents et donner les droits dans le Dataverse, etc., pour qu'ils puissent consommer les données, etc. Okay. Ça, je l'aborderai un peu plus tard, mais c'est pour bien calculer ça. Le Copilot Studio est lui fortement lié aussi avec le Dataverse et la structure, mais aussi avec les iBuilders, okay, que je parlerai un peu plus tard, qui vous permet de gérer vos propres modèles. Okay. Donc ça, c'est vraiment la partie Copilot Studio. À ce silo suit Power Pages. Alors, Power Pages, c'est un autre silo qui vous permet, lui, d'avoir comme un front-end. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez Power Apps qui vous configure votre, on va dire, back-end. C'est l'application que vous allez proposer à vos employés. Et puis, vous avez Power Pages qui, lui, va plutôt être le front-end sur lequel vos clients vont se connecter. L'avantage de ce Power Pages, c'est comme pour le reste, il est connecté sur la même base, donc c'est-à-dire avec des connecteurs, avec le Dataverse, ce qui fait que vous pouvez directement proposer à vos clients des données que vous avez depuis votre back-end. Donc, c'est à savoir, par exemple, le client peut se connecter, il peut voir potentiellement ses commandes, il peut voir ses factures, il peut interagir avec vous, poser des questions, il peut potentiellement chatter avec un agent qui peut lui proactivement lancer un Power Automate pour déclencher un flux. Typiquement, le ticketing marche très bien pour ce genre de choses. Okay. Le self-service employee marche très bien aussi. Okay. Donc ça, c'est vraiment le côté Power Pages. Le dernier petit silo est Power BI, où là, en fait, à ce moment-là, vous avez un outil de réellement business intelligence qui, lui,
effectivement aussi est connecté sur votre Dataverse. Donc, lui peut aussi attaquer la base de données liée à votre application Power Apps. Alors, tout ça, évidemment, pas que. Au niveau Power BI, vous pouvez lier Power BI à d'autres sources de données, comme par exemple des Excel, mais aussi d'autres bases de données, comme par exemple BC, dans le cas d'un ERP Microsoft, ou d'autres applications. Les connecteurs sont vraiment, il y a de quoi faire. Ça vous permet de construire quand même des rapports consolidés avec différentes sources de données qui peuvent être utilisées aussi dans votre Power Apps. Donc, il n'y a aucun problème, par exemple, à construire un rapport sur plusieurs sources de données et le proposer directement à vos utilisateurs depuis votre application backend, depuis votre application Power Apps. Et donc, par exemple, vous vous connectez sur la fiche de votre client et vous voyez en un seul écran un rapport qui vous indique le nombre qu'on a facturé, par exemple, aujourd'hui, le nombre de tickets qui sont ouverts, les commandes qu'il a, les opportunités, ce genre de choses. Okay, c'est quelque chose qui est possible avec le côté Power BI intégré dans la Power Apps. Okay, ça, c'est toute la Power Platform. Donc, au final, vous avez plein de boîtes à outils, si je les résume simplement comme ça, que vous allez pouvoir utiliser, connecter évidemment, pour pouvoir faire, j'espère, de grandes choses. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec, en fait, votre application, votre Power Application. Donc, en fait, via tous ces outils, vous allez pouvoir créer une application. Alors, grâce à ces outils, on appelle ces applications low code, voire no code. Alors, on met une petite astérisque à no code parce que c'est vrai, mais si on reste vraiment sur quelque chose de simple. Dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus avancé, on va avoir à mettre quelques lignes de code. Alors, ces lignes de code sont assez restreintes, c'est-à-dire que vous n'allez pas développer toute une application, vous allez venir rajouter du code, comme par exemple du code sous forme de JavaScript qui va être utilisé ou interprété du côté client. Donc, ça veut dire activer, cacher des champs ou ce genre de choses au niveau d'un formulaire. Ça, typiquement, c'est ce qu'on va faire en côté JavaScript. Il y a d'autres parties au niveau code, comme par exemple des plugins, où là, ça va requérir un peu plus de connaissances au niveau développement, mais tout est fait par la plateforme. C'est-à-dire que vous avez des outils de développement, vous avez des SDK prévus pour le développement dans la plateforme, que vous allez pouvoir ajouter et utiliser pour pouvoir vous aider à développer. Okay, ces outils sont de plus en plus connus par les AI d'aide au développement. Donc, si vous avez GitHub, etc., vous allez pouvoir facilement vous y retrouver et développer par rapport à l'application. Okay, à savoir que le développement est, on va dire, encadré. Ce n'est pas du code que vous allez déployer sur de la source. Le code source en tant que tel de l'application, vous n'y avez pas accès. Ce sont des extensions qu'on va venir rajouter sur des triggers, en fait. Okay, donc, ça veut dire, comme pour un Power Automate, vous pouvez déclencher un bout de code qui va s'exécuter à la création d'un élément, à la modification, à la désactivation, ce genre de choses. Okay, ça, c'est pour la partie un peu plus avancée au niveau du code. Effectivement, votre application, elle va être sur Azure. Donc, ça va être sur du Dataverse. Donc là, vous allez avoir directement avec votre application. Je suis sur un truc, ils m'entendent pas. Voilà. Donc, au niveau de la plateforme Azure, vous allez avoir votre Dataverse qui sera stocké sur Azure et vous allez avoir évidemment un certain nombre de capacités de storage qui sera lié avec votre formule licence. Il ne faut pas oublier, on est quand même chez Microsoft. Évidemment, votre application, comme j'expliquais tout à l'heure, elle est connectée à tous les silos. Donc, elle va pouvoir avoir nativement des liens et des accès à tous les autres silos de la Power Platform. Okay, là également, normalement compris dans votre licence simple. Vous êtes sur la plateforme Microsoft, elle est connectée à tout ce qui est M365, donc tout ce qui est intégration avec SharePoint, intégration avec Teams, Outlook, Excel, Word, tout ça nativement. Ça veut dire qu'en standard, vous allez pouvoir aller sur une liste et extraire directement sous format Excel la liste, par exemple, ou la totalité des contacts, des clients, ce genre de choses. Okay, pareil dans Teams, vous allez pouvoir faire des notifications dans Teams, potentiellement faire de l'approbation dans Teams, sur des choses qu'on a déjà fait pour certains clients. Avoir une petite pop-up qui vous demande, tiens, je suis dans cette étape-là du processus, est-ce que tu valides la suite, est-ce que tu arrêtes le processus, ce genre de choses, on peut le faire directement dans Teams. Au niveau de la Power Apps, vous avez ce qu'on appelle des solutions packagées. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre application et vous allez en faire une solution. Une solution, c'est au final un document zip que vous allez pouvoir déployer sur différents environnements. Au niveau de la Power Platform, vous allez voir que sur un même tenant, vous allez avoir différents environnements.
on a des environnements de type développeur, où là, ce sont plutôt des environnements à destination des makers. Donc, en fait, ce sont vos consultants, vos business analysts, qui vont pouvoir se connecter à ces environnements-là et travailler sur vos solutions. L'avantage de ces environnements développeurs, c'est qu'ils ne nécessitent pas de licence. Donc, vous avez un environnement, vous pouvez directement travailler là-dessus. Chacun fait ses solutions et on travaille sur les développements des applications. Une fois que ces solutions sont arrivées à maturité, on va dire, on va les envoyer plutôt sur un environnement de test. Et c'est là qu'on arrive avec ces solutions packagées qui vont nous permettre en fait d'exporter la solution, l'application, avec toutes ces personnalisations et de l'importer sur un autre environnement. Effectivement, après, on reste sur des processus, on va dire, typés projet, avec ces déploiements, donc de développeurs vers test, de test vers UAT, de UAT vers production, tout ce genre de gouvernance au niveau des solutions. Okay, donc ça, c'est vraiment ce qui vous permet de faire ça. Parmi ces solutions, vous allez avoir des solutions qui sont des solutions à vous, potentiellement des solutions appartenant à des éditeurs de solutions. Évidemment, on a une communauté, donc vous allez pouvoir jouer là-dessus. Ces solutions peuvent être modifiables et non modifiables. Vous pouvez très bien construire une solution et l'exporter en disant maintenant je la verrouille. Cette solution n'est plus modifiable. N'importe quel environnement dans lequel je vais l'installer ne pourra pas modifier ma solution. Donc, ce sont toutes des petites choses qui sont permis via la Power Platform et qui sont utilisées pour les projets, les solutions et vos applications. Au niveau de l'infrastructure, effectivement, comme j'en parlais, vous allez avoir des environnements qui seront managés par Microsoft et qui vont vous permettre, donc en standard par Microsoft, d'avoir tout un système de backup. Donc, vous allez avoir des backups qui sont automatisés. Donc, tous les jours, une backup va se faire. Et puis, vous allez pouvoir avoir des backups qui sont plutôt manuels, à savoir, ben, je veux faire une backup parce que je vais réaliser, par exemple, le déploiement d'une application ou je vais faire un data fix. Donc là, je peux réaliser une backup manuelle. Il faut bien faire attention que ces backups, comme vous êtes dans le cloud, sont limités dans le temps. Vous allez avoir des rétentions limitées. Donc, vous allez avoir potentiellement sur une backup manuelle une rétention à une vingtaine de jours. Donc, il faut bien faire attention à ça. Ce n'est plus comme par exemple sur un SQL Server où vous faites une backup et vous avez la backup à disposition ad vitam aeternam. Ce n'est plus le cas ici, du moins dans le côté Azure. OK? Alors, votre application, elle est browser-based. OK? Donc, ce n'est pas un client qu'il faut installer. Tout est browser-based. Ça veut dire que vous êtes lié à la connexion Internet. OK? Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne lancerez pas votre application. OK? Il y a des parties offline. On en parlera par la suite. Mais sur le côté browser, ça n'existe pas. OK? Donc ça, ce sera votre Power Application. Alors, de cette Power Application, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme avantage, en fait? Qu'est-ce que ça va... OK, il y a plein de choses, il y a plein de connexions, il y a plein... Qu'est-ce que ça va me faire gagner en termes de temps? Alors, d'abord, en termes de temps, tout ce que je vous ai dit ici, c'est out of the box. Donc, ça veut dire qu'en créant votre application Power Apps, vous êtes directement intégré à la sécurité Microsoft. OK? Donc, pas besoin de développer un système d'authentification, single sign-on sur le micro. Non, non, tout ça, c'est fait par défaut. Pareil avec le MFA. Vous profitez directement du MFA sur votre application. Out of the box, sans rien avoir à faire. Vous êtes lié à l'Active Directory. OK? Elle est flexible et moderne. Ben, en fait, vous êtes browser-based. Elle est responsive par défaut aussi. Vous avez des mises à jour régulières de Microsoft. Donc, elle va être compatible sur les dernières navigations, dernières versions de navigateur. Donc, voilà, ça, c'est fait de base et vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Pas besoin de se dire, ah mince, je l'ai fait d'une manière, il faut que je m'assure qu'elle soit compatible aux prochaines versions de mise à jour, etc., de navigateur. C'est le cas. Okay. Compatible mobile nativement, effectivement, en fait, l'application que vous allez développer depuis Power Apps, sans avoir à la configurer spécifiquement, elle va avoir une version portable sur application mobile sur votre téléphone. Alors effectivement, il faut prendre certaines choses en considération si vous voulez faire du mobile, parce qu'effectivement, le fait que ça soit sur un téléphone réduit, certaines parties vont passer potentiellement, certains points de menu ne vont pas être dans les tops ou les premiers si on ne le fait pas volontairement. Donc il y a quelques petites optimisations à avoir en tête quand on fait une application à but applicatif mobile. Mais de base, l'application sera sur l'application mobile. Vous pouvez y accéder en téléchargeant l'application Power Apps sur votre téléphone et vous loguez, vous aurez accès à vos différents environnements et aux applications que vous avez sur votre téléphone. OK? Alors, grâce à la partie mobile, vous pouvez avoir la partie offline. Donc, vous pouvez à ce moment-là configurer votre application pour
être sur la partie mobile et garder le côté data déconnecté de la partie Internet. Okay, alors là, il y aura tout un système de synchronisation, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez déconnecter, il va faire une copie des données sur votre mobile. Et puis, toutes les applications, enfin, toutes les modifications que vous allez faire, une fois que vous êtes reconnecté, il faudra les pousser. Il y a tout un système de suivi de modifications et de check pour voir si la donnée que vous avez sur votre application n'est pas finalement plus vieille que celle qu'il y a sur la partie connectée. Donc, c'est tout un système qui est prévu pour ça. Au niveau des capacités de développement, comme j'ai discuté, vous pouvez faire du C#, vous pouvez faire du JavaScript. Vous avez tout ce qui est aussi connecté avec les Azure Logic Apps. Donc là, c'est toute la partie développement Azure. Donc tout ça est connecté, disponible sur votre environnement et votre application. La chose, par contre, c'est que tout ce qui est Azure Logic App va nécessiter potentiellement des licences Azure Logic App. On a des licences avec des consommations pay as you go. Donc ça, par contre, il faudra maintenir, comment dire, autre que vos licences Power Apps. À garder en tête. L'utilisation de Module Dynamics. Alors là, je fais un petit point là-dessus. Donc en fait, votre application Power Apps, même si vous démarrez votre application Power Apps, en fait, au niveau de votre Dataverse, il n'est pas vraiment vide. En fait, la Power Platform, c'est une fondation sur laquelle a été construite par Microsoft des modules métiers. Ces modules métiers, on les appelle les modules Dynamics 365. Je vais en parler juste après. Ces modules métiers, en fait, ce sont des modules que Microsoft a créés, orientés vers des métiers. Et donc, il a paramétré dans la plateforme, en fait, un certain nombre de tables qui permettent de réaliser ces modules métiers. Ces tables, en fait, vous allez pouvoir les utiliser aussi avec votre propre Power Platform, en fait, avec votre propre Power App. Donc, ça veut dire qu'au lieu de partir de zéro, vous pouvez utiliser certaines tables qui ont été créées par Microsoft à condition qu'elles ne fassent pas partie des contenus restreints. Contenu restreint, c'est lié à un module. Donc, en fonction de ça, vous pouvez reprendre des choses. Exemple de table qui n'est pas du tout dans le contenu restreint, la table account, compte, ou la table contact. Ce sont des tables qui existent déjà, que vous n'avez pas besoin de recréer de A à Z. Vous pouvez aller directement les chercher pour les utiliser. C'est du contenu qui est accessible directement. Okay. Au niveau de la communauté des partenaires, comme je disais, alors Power Platform, c'est peut-être, on va dire, récent, et encore je dis récent, on est sur quelques années. Avant la Power Platform, c'était Microsoft CRM Dynamics, et avant ça, c'était CRM, etc., sous d'autres versions. Techniquement, la première version online remonte à 2013. Donc, déjà depuis 2013, il y avait une communauté qui a créé des solutions et qui a permis d'avoir ces solutions pour pouvoir les installer sur les différents environnements. Donc, les partenaires comblent les, on va dire, gaps de Microsoft, où les parties Microsoft n'a pas voulu finir jusqu'au bout. Les partenaires, et donc des sociétés comme vous et comme nous, ont développé des solutions pour leurs besoins et se sont rendus compte que leurs besoins n'étaient peut-être pas si uniques que ça, et ont proposé de les vendre à la communauté et donc aux autres. Et donc, vous pouvez... Voilà. Et donc, vous pouvez aller sur le store de Microsoft et acheter ces genres de solutions et vous pouvez les installer sur vos environnements pour pouvoir directement les utiliser. Certaines solutions sont complètement gratuites, d'autres sont des solutions qui nécessitent des licences qui viennent s'ajouter en plus. Okay. Alors, le gros avantage de votre application Power App, en fait, c'est que vous allez pouvoir faire du vrai sur mesure. En fait, vous allez pouvoir configurer à la virgule vos champs, à la virgule vos écrans. De manière presque non-code, donc via des designers avec des drag and drop et ce genre de choses. Vous allez pouvoir y définir vos flux et vous permettre de vous projeter. Donc, c'est-à-dire que c'est de se dire, on fait une première solution, on voit potentiellement comment ça marche si le métier adhère, si le métier a des retours, et alors là, vous pouvez grossir et grandir avec la solution. Rajouter des modules, rajouter des processus au fur et à mesure que la solution évolue ou que votre métier évolue. Vous êtes en maîtrise complète de la solution et du métier lié à cette solution. Ça, c'est le gros avantage. Un autre avantage de la solution Power App, c'est qu'en fait, c'est très simple de créer une première application simple, première application basique, style pilote, style POC. C'est vraiment très simple dans le sens où on crée quelques blocs, on crée quelques formulaires, on crée une application, on peut créer les éléments et directement voir un peu ce que ça a comme rendu ou le retour de l'application par rapport aux utilisateurs.
C'est très pratique quand on a des problèmes d'utilisateurs qui ont du mal à se projeter, où il faut vraiment voir quelque chose de fini pour pouvoir les faire travailler et avancer dans la réflexion et les processus. Donc ça, c'est vraiment quand même très pratique pour ce genre de phase. Pareil, pour nous, les phases pre-sales, c'est intéressant d'avoir quelque chose qu'on peut rapidement setuper pour pouvoir avoir quelque chose de démontrable ou de présentable. Alors, j'ai des avantages, j'ai aussi des inconvénients. Comme je disais tout à l'heure, le contenu restreint en fait partie. Il y a des choses que vous ne pourrez pas utiliser dans la plateforme si vous n'avez pas une licence liée à ce contenu. Je vais en parler juste après. La prise en main est complexe. Oui, quand même. Donc, il faut quand même être clair. C'est une application qui a quand même du passif. Donc, je parle depuis 2013. Donc, il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de personnalisation possible. Donc, ça amène une complexité. Donc, c'est normal d'avoir des consultants, d'avoir des designers, d'avoir des makers, et ça prend du temps d'avoir ces personnes à maturité au niveau de la plateforme parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler au niveau des outils. Au niveau de du licence, ça j'en parlerai plus dans le détail, mais c'est vrai que pour ne pas déroger aux habitudes Microsoft, les licences Microsoft ne sont pas toujours simples à comprendre. Et c'est vrai que pour la partie Power Apps, ça peut encore être le cas aussi. Mais ça, je l'aborderai un peu plus tard par la suite. OK? Alors, parmi tout ça, je vous ai parlé de tout ce qu'on pouvait faire en sur-mesure, de tout ce qu'on pouvait faire en custom, mais je ne vous ai pas parlé de ce qu'il y avait en standard. Typiquement, les métiers comme la vente, comme le service après-vente, la gestion de projet, la comptabilité, ce sont des métiers standards, ce sont des choses qui sont connues. Et je ne peux pas les éviter dans le sens où l'apport plateforme adresse ces besoins, en fait. Microsoft a déjà fait des solutions pour adresser ces besoins, qui sont des besoins, on va dire, plus communs. Et en fait, vous avez ce genre de solution directement tout fait via l'apport plateforme, mais sous la forme qu'on appelle la Business Suite. OK? Donc, c'est la suite, comme je disais tout à l'heure, de Dynamics 365. Alors, simplement, pour essayer de vulgariser ce que ce que sont ces applications et ce que sont au final ces outils, c'est qu'en fait, Microsoft a adressé des métiers avec cette Power Platform. Et donc, il a utilisé Power Apps, il a utilisé Power BI, il a utilisé Power Automate pour créer des solutions toutes faites sur les métiers. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir le module, par exemple, Dynamics 365 Sales, qui adresse le métier de la vente. Alors, chacun de ces métiers, que ce soit la vente, le Customer Services, le Field Service ou le Project Operation, ils ont quand même toujours une base. La base, c'est la relation client. Donc, c'est d'avoir cette gestion de compte, de contact, et d'avoir cette gestion d'activité en lien. Donc, c'est savoir quand est-ce que le client a passé son dernier appel téléphonique, quand est-ce qu'on a eu le dernier rendez-vous avec lui, le suivi des emails par rapport à un contact. Donc, toute cette relation client, c'est quelque chose de central à tous les modules, OK? Donc ça, vous allez le retrouver partout. Ce qui différencie par contre par rapport à ces modules, c'est vraiment les fonctionnalités et les processus métiers qui sont adressés. Au niveau d'un module comme le commercial, par exemple, vous allez avoir des gestions de leads. Vous allez avoir un processus qui va du lead jusqu'à la réalisation d'une offre ou d'une commande en facture. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir avoir une gestion de catalogue de produits. Vous allez avoir une gestion de liste de prix. Ça, c'est vraiment lié au module commercial. Vous allez avoir des outils de forecasting. C'est vraiment lié au commercial. Au niveau du Customer Services, c'est plutôt tout ce qui est lié au case management. Donc, c'est tout ce côté ticket et incident avec ce côté gestion d'une base de connaissances. Ça, c'est vraiment le côté ticketing. Avoir des queues, alors avec des systèmes de routing en fonction de la catégorie, je le mets au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tout ce genre de système, potentiellement aussi avec une boîte mail d'entrée qui va convertir les mails d'entrée en incidents qui vont pouvoir être déclenchés dans le système avec des SLA, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment le module Customer Service. Un module qui se rapproche un peu de ça maintenant et qui commence à arriver, c'est le Contact Center, qui permet de faire ce genre de module, mais avec en plus une notion maintenant de prise de contact via les outils AI. Donc les AI par téléphone, les chatbots, etc., ce genre de choses. Vous avez des modules comme le Field Services qui, lui, vous permet de faire de la gestion d'intervention. Donc, c'est vraiment de l'intervention sur site, de la maintenance préventive. Vous avez des techniciens que vous allez envoyer sur des sites, calculer le temps de déplacement, tout ce genre de choses. C'est vraiment le côté Field Service, avec des notions vraiment
qui est du board avec un manager qui va planifier des interventions et puis des techniciens qui vont réaliser ça avec une application mobile vraiment définie pour eux. Ça, c'est vraiment les modules métiers faits par Microsoft. Et on finit par exemple avec le Project Operation, où c'est vraiment, je crée mon projet, je définis ma roadmap avec mes tâches, j'assigne les tâches à des utilisateurs, et les utilisateurs prestent le temps pour voir, et puis moi je suis tout ce qui est consommé, tout ce qui est facturé, etc. Vraiment, project classique. Un dernier module qui n'est pas repris dans ceci est aussi le module marketing. Donc, il y a un module marketing fait par Microsoft qui vous permet de faire du mass mailing, faire du consent, de l'engagement vraiment, du scoring de lead, avec de l'automation, tout ce genre de choses. C'est prévu par le système et donc il y a des modules tout faits pour ça. Alors, vous allez me dire, mais OK, tu me parles d'abord que je peux faire du sur-mesure avec la Power Platform, puis tu me dis, ah, mais il y a des modules tout faits que je peux utiliser. Donc, comment est-ce que je sais l'un ou l'autre et comment est-ce que je fais le bon choix par rapport à ça? Et effectivement, c'est un peu ce qui est aussi complexe au niveau de la Power Platform, c'est qu'en fait, vous allez toujours avoir cette question de est-ce que je fais une application sur mesure ou est-ce que j'utilise un module Dynamics tout fait? Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Ça va dépendre de vos besoins métiers, à savoir qu'est-ce que je vais faire dans cette application, qu'est-ce que je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser, moi, ce que je vais adresser comme métier avec mon application, c'est quand même une gestion d'opportunités. À ce moment-là, effectivement, ça serait bien de regarder ce qu'il y a dans le module standard parce que c'est déjà des choses qui sont reprises. Donc là, c'est à chaque fois de voir les besoins par rapport aux contenus qui sont restreints. Parce que si c'est un contenu restreint que vous voulez adresser, il vaut mieux prendre le module, on va dire, standard. Surtout que Microsoft n'encourage pas que vous refassiez des applications qu'il a adressées. Donc en gros, si je veux être simple, c'est pas dans l'intérêt de Microsoft que vous redéveloppez une application pour gérer des commandes, gérer des opportunités dans la Power Platform. Donc ça, il va pas être le plus enclin par rapport à ça. Surtout qu'il faut quand même regarder au niveau métier. Si Microsoft a fait un module pour ça, il y a une plus-value. Il y a des flux, il y a des bases, enfin des tables, etc. Donc il y a toutes des choses qui sont déjà faites et qui sont déjà censées vous faire gagner du temps. Ok. Donc là-dessus, il y a vraiment cette approche de Microsoft. Alors après, vous avez aussi ce qu'on appelle le mode hybride. Donc à savoir, je suis intéressé par certaines notions qui se trouvent dans des modules standards et qui potentiellement ne sont pas restreints. Donc là, je peux faire mon application Power Apps et aller emprunter à Microsoft ces notions qui ne sont pas restreintes. Donc je peux créer mon application, faire mes tables sur mesure custom et utiliser cette table de Microsoft dans laquelle je peux faire des liens et utiliser dans l'application. Ça, c'est une possibilité. C'est le côté hybride. J'utilise des choses de Dynamics, j'utilise ça dans une Power Apps et je n'ai pas besoin de la licence Dynamics parce que le contenu n'est pas restreint. Dès que vous avez du contenu restreint, c'est la licence liée au module. Exemple de contenu restreint, par exemple, la table ordre de travail au niveau du module Field Service est une table restreinte. Vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas la licence. OK? Au niveau du module Sales, c'est là que ça peut être intéressant. La notion de opportunité n'est pas une table restreinte. À l'heure actuelle, vous pouvez créer une application qui va gérer des opportunités sans avoir à aller chercher le module commercial. OK? C'est un peu différent pour tout ce qui est commande. Ça, par contre, c'est plus lié au module sales. OK? La dernière chose qu'il y a, et j'en parlais, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont potentiellement métiers, mais qui ne sont pas adressées par Microsoft. Et là, c'est ce qu'on appelle les third-party applications, où là, ce sont les applications dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont que vous allez aller chercher avec une licence et que vous allez installer. C'est varié, vous allez en trouver sur plein de métiers différents. Le marketing en fait partie. Il y a des applications marketing qui sont dédiées pour ça. Petite information et petit fun fact, euh, certains modules de Microsoft ont été d'anciennes applications third party qui ont été rachetées par Microsoft. Donc par exemple, un exemple simple, Field Service était une application qui a été développée par un partenaire et qui a été rachetée par Microsoft et on va dire refondu dans ce module Field Service. Power Pages également. Donc ce sont des choses qui ont été faites par le passé. Okay. Alors, parmi tout ça, j'ai évité quand même une belle discussion au niveau des agents parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit arriver de plus en plus sur la plateforme. Les agents sont quelque chose qui vont aider en termes de productivité
Et donc, on va retrouver sur la plateforme avec différentes formes. Vous allez avoir des agents, on va dire, de conversation, comme par exemple Copilot. Copilot est intégré dans tous les modules de la Power Platform. Donc, ça va vous aider à faire vos flux pour Automate, ça va vous aider à faire vos flux, vos applications dans Power Apps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va dire qui est transversal. Par contre, vous allez pouvoir avoir des agents. Ce sont par exemple l'agent Sales, parce que je connais bien celui-là, va vous permettre de, par exemple, questionner directement votre application commerciale en lui demandant qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous, fais-moi des topos sur mes opportunités, quels sont les leads les plus chauds que je dois traiter aujourd'hui. Tout ça, ce genre de choses que l'agent peut faire pour vous. Alors, vous avez ce simple agent qui va vous faire des remontées d'informations. Donc, c'est vraiment le retrieve. Et puis, vous allez avoir des agents qui vont pouvoir créer des tâches. Ça, c'est par exemple l'agent de potentiellement créer dans mon agenda un meeting pour un tel client ou une telle opportunité, ajoute une tâche dans mon agenda, ce genre de choses. Ça marche très bien et c'est lié au CRM. Vous allez avoir des choses un peu similaires au niveau du module service, comme par exemple créer un ticket, faire une plainte, ce genre de choses, ça marche aussi. Les derniers modèles d'agents qu'on appelle autonomes sont pas encore très connus. Ce sont vraiment des agents qui sont vraiment indépendants, qui vont pouvoir réaliser des tâches seuls. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore comment dire, le commun ni les choses qu'on met en place. On est d'abord sur les agents retrouve et les agents tâches, mais on va travailler avec ça et ça va devenir de plus en plus commun. Ce qu'on voit aussi de Microsoft, c'est qu'en fait, on va avoir des équipes, donc des équipes humains-agents. Puis alors, on va travailler vers des équipes vraiment d'humains avec des équipes d'agents et potentiellement des équipes d'agents et d'humains. Ça, c'est quelque chose qui va potentiellement arriver en fonction de comment ça va se passer. On n'y est pas encore, mais c'est des choses qu'on peut déjà anticiper. Et donc, tout ce travail va se faire au fur et à mesure au niveau de la plateforme et vous allez la voir. Alors, ce qu'il faut dire au niveau des agents, c'est qu'en fait, il en existe déjà. OK? Donc, en fait, sur base des modules métiers, Microsoft fournit déjà un certain nombre d'agents out of the box, j'ai envie de dire. Alors, tous ne sont pas encore disponibles, mais certains le sont. Typiquement, pour le module commercial, il y a un agent qui aide à la qualification des leads, qui va commencer à mettre une priorité sur base des échanges et des caractéristiques du lead pour mettre en avant au niveau du commercial sur lequel il doit avoir son focus. Donc ça, c'est déjà quelque chose de concret qui existe. Au niveau du modèle, enfin du module Customer Service, il y a déjà des agents qui permettent de faciliter la résolution ou le suivi des cases en montrant, par exemple, en mettant à jour le case avec les informations d'échange avec le client. Donc, en fonction des emails, il va pouvoir aller analyser le contenu et mettre à jour des informations dans votre case. Il y a des agents pour directement faire des propositions de base de connaissances. Donc, sur base de la résolution de votre incident, il va vous proposer, avec par exemple les emails et les contenus, vous proposer des bases de connaissances toutes faites que vous allez pouvoir réutiliser pour les résolutions d'autres cases. Il va vous pouvoir se proposer même ces bases de connaissances intéressantes. Donc, tout ça, ça se met en place et c'est déjà quelque chose qui est fourni avec votre licence Dynamics. Alors, pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que euh, je rappelle, au niveau Power Apps, vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas d'agent dans votre Power Apps, donc vous devrez le construire vous-même, vous devrez prendre la licence, et ça va amener cette maintenance que vous n'avez pas à faire potentiellement avec ces agents. Ces agents qui sont fournis par Microsoft, ils sont configurables, ok? Et ils sont inclus dans votre licence Dynamics. Ok. Une licence Dynamics, vous allez voir, le prix influe pas mal par rapport à la licence Copilot qui vous permet de développer ce genre des gens. Donc, il va falloir vraiment falloir faire aussi cette comparaison et ça rentre en ligne de compte dans ce que je disais tout à l'heure avec les besoins et ce que vous voulez faire de l'application. Si vous voulez utiliser des agents, bah, c'est peut-être de se dire, ah oui, mais attends, j'ai déjà un agent tout fait dans la partie sales, que si je fais ma propre application sales, je devrais faire, qui va nécessiter que j'utilise une licence Copilot Studio qui a un prix. Donc, ce sont toutes des petites choses qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut garder à l'esprit quand vous faites vos choix d'application. Ok. Alors, juste une chose que je n'ai pas dit non plus, vous pouvez commencer avec une application Power Apps, simple, et venir sur une application Dynamics par la suite, ok, sans avoir à refaire toutes vos applications. Imaginons que vous avez une application
Power Apps simples dans lesquels vous avez utilisé la table account et contact et que vous dites au bout d'un moment, j'ai besoin finalement du module sales, vous pouvez installer le module sales et tout ce qui était sur account et contact sera repris dans le module sales sans que vous ayez à faire quelque modification que ce soit. Donc, vous pouvez grandir avec. C'est ça qui est intéressant aussi. OK? Alors, grâce à ces agents, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des cas, des use cases qui vont se mettre au niveau de vos modules. Un cas qu'on voit de plus en plus, c'est celui au niveau du contact center, où en fait, vous allez pouvoir définir des agents au niveau chatbot, au niveau IVR et au niveau voice, qui vont vous permettre de rechanger, de transformer l'expérience de votre client. Un exemple de use case, par exemple, pourrait être que au niveau d'un module ticketing, votre client, en fait, que ça soit par téléphone, il tombe directement sur un agent qui va avoir ces questions, qui va échanger avec votre client pour le renvoyer vers soit un agent humain, soit directement pouvoir lui donner l'information qu'il recherche avec ses actions de retrieve ou de créer d'actions. Vous allez pouvoir aussi avoir des agents visuellement, par exemple. Imaginons, j'ai un système de ticketing dans lequel j'ai un chat visuel avec le client qui va vous permettre de discuter avec le client et de, par exemple, je ne sais pas moi, montrer des produits pour que les gens identifient, par exemple, ah, c'est ce produit-là, j'identifie, il a ce problème-là, etc., etc. Et donc de résolution de tickets, en fait. Donc c'est vraiment une manière de voir les choses qui va changer avec ces agents qu'on va pouvoir maintenant même directement mettre en première ligne pour pouvoir simplement aiguiller le travail vers des levels, on va dire, plus importants, des agents plutôt humains, voire des niveaux plutôt, comme on disait, des agents autonomes derrière. Okay. C'est vraiment revoir un peu la manière de travailler. Alors pour tout ça, vous avez des outils qui vont venir vous aider, en fait. Un des outils, par exemple, au niveau de la plateforme, c'est le Plan Designer. Alors, qu'est-ce que c'est le Plan Designer? C'est simplement, via une discussion avec on va dire, Copilot, vous pouvez décrire vos besoins et Copilot va vous aider dans la création de votre application. Donc, en fait, il va vous proposer des choses par rapport aux besoins que vous allez lui décrire. Il va pouvoir vous proposer, par exemple, un modèle de données, vous proposer une signalétique, vous proposer des formulaires. Tout ça, c'est déjà disponible maintenant. Certaines fonctionnalités sont en preview, comme par exemple le designer de flux. Donc, vous allez pouvoir aller définir un flux, il va vous définir un flux avec les différentes étapes, tout ça. C'est en preview à l'heure actuelle, mais ça va arriver. Okay. D'autres choses sont déjà aussi en preview du côté US, mais pas encore au niveau Europe. Ça va arriver aussi durant l'année. Juste pour vous dire, on fait des coffee calls par rapport à ça toute l'année prochaine. Donc, restez informés par rapport à ça. Il y a des coffee calls qui vont se dérouler et qui seront vraiment précis sur ces aspects AI au niveau de la Power Platform. Donc, ne les ratez pas. Il va vraiment avoir des informations très, très intéressantes. Un dernier point par rapport aux informations AI, c'est évidemment le AI Builder, où en fait, vous allez pouvoir utiliser les modèles AI classiques, les modèles de texte, etc., d'interprétation de texte, ce genre de choses classiques, images aussi, mais vous allez aussi pouvoir entraîner vos propres modèles avec vos données, ok? Et pas dispatcher ça, vraiment, ce sera dans votre tenant, sécurisé, privacy, chez vous. Ok, donc ça, c'est déjà disponible, vous pouvez déjà faire ce genre de choses et alors avoir ça, utiliser vos propres modèles dans vos propres agents. Ok. Un autre point, et c'est un point à ne pas négliger, c'est qu'en fait, tous ces agents qui vont être utilisés sur vos applications, il faut les suivre. Et donc, en fait, Microsoft fournit comment dire, une vue de toutes ces démarches, enfin, de ces démarches, ces actions d'agent, en fait, qui s'exécutent chez vous. Et donc, vous allez pouvoir suivre tous les agents qui tournent, qui sont potentiellement en contact avec vos clients, qui potentiellement ont des échecs ou des réponses inappropriées, et pouvoir suivre toutes ces exécutions en temps réel. Alors, c'est hyper intéressant d'un point de vue suivi, d'un point de vue évolution, maintenance, c'est aussi hyper intéressant en termes de consommation de vos crédits, parce qu'il faut se rendre compte que vos agents vont consommer vos crédits, que vos crédits sont fournis par vos licences, et donc il ne faudrait pas se retrouver à la moitié du mois avec plus aucun crédit. Donc ce sont tout ce genre de choses qui vont vous permettre de suivre ce qui se passe sur vos agents. Okay. Donc là, encore une fois, c'est très intéressant. Maintenant, au niveau licence, on est sur ce genre de choses. Donc, en fait, au niveau Power Apps, vous avez la licence Premium qui est nominative. Donc, chaque utilisateur doit être assigné à une licence
Premium. Ce sont des licences qui sont à 18,70 € et qui vous offrent, on va dire, le scope complet au niveau de la Power Platform. Donc, l'utilisation de Power Automate, l'intégration avec les différents outils. Alors, je mets encore un haut là, pas de Copilot Studio, pas d'agent compris là-dedans, pas d'intégration Power BI compris là-dedans. Donc, c'est vraiment tout ce qui est Power Apps avec le connecteur premium au niveau Power Automate. Vous avez une autre licence qui est la licence Power Apps Power App qui, elle, est à 5 € par user par application. C'est un peu différent. Elle n'est pas nominative, donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez prendre 10 applications, 10 licences et les assigner à une application. Et elles vont être consommées en fonction des gens qui se connectent. Donc, si vous avez 20 utilisateurs, mais qu'à aucun moment ces 20 utilisateurs ne se connectent au même moment, vous pouvez avoir ce genre de licences qui sont à ce moment-là partagées entre les utilisateurs. OK. Pourquoi je vous montre ça et pourquoi je montre le coût d'une licence Dynamics? C'est que la licence Dynamics, on va dire entreprise de base, elle est à 98 €. Ça, c'est la celle de base. Donc, ça veut dire que c'est le module commercial, par exemple, entreprise, il est à 98 €. Si vous voulez un module Project Operation en entreprise, on est passé les 120 €. OK? C'est pour ça que je mets l'astérisque, c'est vraiment différent. Donc, c'est vraiment l'enjeu aussi, c'est l'optimisation de vos licences. D'avoir quelque chose qui est tout fait par Microsoft, mais que j'utilise que 20% des fonctionnalités, vous allez payer 100% du prix. Et le prix peut être clairement conséquent. Donc, ce sont tout ce genre de choses qu'il faut bien connaître et qu'il faut être renseigné. Okay, c'est vraiment quelque chose qu'il faut renseigner. Pour amener justement à mon dernier slide, qui est en fait que l'apport plateforme, c'est intéressant, c'est plein d'outils, mais ça ne fera pas tout pour vous. OK? On en reste quand même aux fondamentaux, je dirais, les besoins, vos besoins, qu'ils soient métiers, qu'est-ce qu'on veut faire, la logique, etc. En termes de performance, qu'est-ce que je veux comme temps de réponse? Est-ce que je veux mon système est absolument prioritaire, il ne doit pas se crasher, je ne dois pas avoir un downtime de plus de X heures, etc. C'est important de le savoir. Vous avez au niveau Dynamics un meilleur temps de réponse et un downtime qui est plus court que sur vos applications Power Apps, par exemple. Donc, si c'est quelque chose qui est critique pour votre métier, directement, je m'adresserai plus ou je me tournerai plus vers des solutions Dynamics. OK? Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut voir. Au niveau du change management, c'est souvent sous-évalué au niveau des projets. La résistance des utilisateurs par rapport au changement est quelque chose qu'il faut adresser dès le début, que ça soit même dans les workshops, dans les sessions. C'est pas quelque chose qu'on peut remettre sur la fin ou dire simplement la solution, elle sera intuitive, elle comblera tout. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Okay. Au niveau de la technologie et de l'évolution, vous êtes sur une plateforme cloud. Vous allez avoir des mises à jour tous les 6 mois, des nouvelles versions, des correctifs régulièrement. Donc, il faut se mettre à jour régulièrement sur les nouveautés de Microsoft. Des nouveaux composants, des nouveaux contrôles, des nouvelles tables, des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités. Il faut travailler ça parce que derrière, c'est des mises à jour qui sont forcées. Donc, vous ne pouvez pas rester 3 ans sans mettre les mises à jour. Vous allez être forcé par Microsoft à mettre la mise à jour tous les ans. Donc, votre environnement doit être à jour tous les ans. Et donc, il faut préparer vos utilisateurs à ce genre de mise à jour. Des fois, c'est invisible, des fois, c'est du style. Ça change directement ce que vous voyez sur l'application. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en vue. Il y a un énorme aspect gouvernance, que ce soit au niveau de vos données, de vos environnements, de la sécurité, de l'accès à vos données. C'est encore plus vrai avec les AI maintenant qu'on vient connecter. Vous ne voulez pas que quelqu'un pose des questions et se voit retourner des informations auxquelles il n'a pas l'accès normalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et pareil, dès le début au niveau du projet. Okay. Une dernière chose, c'est les licences. Ça reste un labyrinthe, c'est compliqué au niveau Microsoft, entre les licences Power Apps, les licences Dynamics, les licences Attach. Donc, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là de se maintenir. Ça évolue régulièrement. Des choses sont incluses à une période, ne le sont plus la période d'après. Des choses comme par exemple des indexations se font, sauf si vous reprenez, on va dire, ou si vous renouvelez en one shot par paiement annuel. C'est toutes des petites choses qu'il faut savoir. Sinon, maintenant, on va vous mettre 5%, voire 20% de frais supplémentaires, etc. C'est des choses qu'il faut être au courant pour ne pas perdre ou gaspiller quelques euros par-ci, par-là, juste
par une méconnaissance ou par une action trop tardive. Donc ça, ce sont toutes des petites choses qu'il faut vraiment garder à l'œil. Et c'est important de le savoir et c'est important de le suivre, ne serait-ce aussi qu'optimiser, ne pas laisser des licences sur le côté quand les utilisateurs ne l'utilisent pas, ce genre de choses. Il faut vraiment optimiser ce genre de choses. Et il y a des outils qui vous permettent de voir les utilisateurs qui consomment l'application pour optimiser ça. Donc il faut vraiment travailler là-dessus aussi. C'est un point non négligeable. OK? Ça, c'était mon dernier slide. Comme disait Adrien, maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions. S'il y a des